Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir de la pop culture. Je suis avec Maxime, comment vas-tu mon petit Maxime? Très bien et toi? Très bien, bah écoute, merci ça va pour bien. l'invite. Bah écoute, de rien, ça me fait toujours plaisir, surtout que là on va parler d'un nouveau film Marvel, une fois n'est pas coutume. Bon, on avait sauté Shang-Chi parce que bon, moi ça me bottait pas tant que ça, je sais pas si tu l'as vu. Si je l'ai vu, c'était un divertissement sympa, mais effectivement ça faisait pas vraiment avancer. Ça introduisait juste un nouveau perso, ça changeait pas fondamentalement les choses. Les enjeux. Alors que là, avec Les Éternels, puisque c'est le film dont il s'agit aujourd'hui, eh bien peut-être qu'on va un petit peu toucher à d'autres enjeux, donc c'était intéressant je pense d'en parler, de vous donner notre avis. Donc en plus il y a des enjeux par rapport à la phase 4, parce que là on a, depuis Vendavision, on a changé de phase, on est dans quelque chose de beaucoup plus à grande échelle, en tout cas c'est ce qui est voulu. On l'a vu avec notamment la série Loki qui met en place le multivers, le prochain Spider-Man, et là avec Les Éternels, normalement on arriverait avec quelque chose de plus grandiose, à une échelle un peu plus cosmique, on va dire, presque de l'ordre des dieux, et on va voir qu'on le touche carrément du bout des doigts. Donc pour ce gros projet titanesque qui existe depuis un moment, donc Kevin Feige, la grosse tête pensante de Marvel, a fait appel à Chloé Zhao, qui est une réalisatrice oscarisée. Alors là vraiment ça peut interpeller, on peut se dire waouh, une actrice. Mais apparemment elle est réalisatrice. Elle était sur le projet Les Éternels avant d'avoir son Oscar. Effectivement, donc c'est vrai que ça a renforcé un petit peu la communication là-dessus, et ça forcément ça fait une bonne petite vitrine. Donc elle a réalisé des films, donc c'était notamment The Rider et Nomadland, voilà, pour lequel elle a eu l'Oscar. Moi je les avais jamais vus, je les ai vus 2-3 jours avant Les Éternels, histoire de vraiment me mettre dans l'ambiance. Là je me suis enchaîné 3 films de Chloé Zhao en 3 jours. Au moins je peux vraiment voir un petit peu son cinéma. Donc c'est vraiment quelque chose de très réaliste, très naturaliste, de très lent, de très posé, qui fait un accent sur les paysages. On va voir si c'est ce qu'il y a dans Les Éternels, si elle arrive à injecter un petit peu sa patte. Est-ce que Les Éternels aussi peut être un film qui peut prétendre aux Oscars? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Vous y répondra en fin d'émission. Partons dans le vif du sujet tout de suite. On vous pose l'histoire du coup des Éternels. On est après Avengers Endgame, bien évidemment. La moitié de la population est revenue. Donc là, c'est pour vous poser le cadre. Mais là, ce qu'on va suivre, ce sont donc les Éternels. En gros, pour faire simple, ce sont des espèces d'extraterrestres aux super pouvoirs qui aident l'humanité à évoluer par petites touches. Donc durant tout le film, on voit différentes grandes périodes, grands moments de l'histoire où ils ont donné des petits coups de pouce comme ça à l'humanité pour évoluer. Et aussi, ils protègent les humains d'une espèce de monstres qu'on appelle les déviants. Ce sont des monstres qui mangent un petit peu tout, ce sont des super prédateurs qui se nourrissent de tout. Et les Éternels sont des super protecteurs, des super héros cosmiques qui ne doivent que protéger les humains des déviants. C'est pour ça qu'ils ne sont pas intervenus aussi pendant tous les événements des 22 films. Voilà. Ça c'est le concept de base. On fera une petite partie spoil après où justement on développera un peu plus cette partie-là. Moi ce que j'aimerais savoir déjà c'est ton avis général sur ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors qu'est-ce qui m'a le plus marqué? C'est du coup c'est plutôt les nouveaux enjeux posés. Voilà, même si pour moi j'ai du mal un peu à les connecter avec ce qu'ils ont essayé de mettre en place, notamment avec les séries. C'est vrai qu'on a presque l'impression d'être dans un monde différent avec des... C'est ça, on se demande même si ça se passe dans une autre, si ça se passe dans la même dimension, dans la même réalité, quoi. Puisque du coup c'est vrai qu'ils font pas trop mention des autres. Si ils vont vite fait parler des Avengers, à un moment donné il y a une petite discussion sur eux, quoi. Mais voilà, sinon après le film quand même très joli au niveau des décors, on en reparlera tout à l'heure. Mais après j'ai pas trop accroché sur les personnages en eux-mêmes, quoi. Ça m'a pas vraiment donné envie de les revoir tout de suite, quoi. Moi déjà, le premier truc qui me frappe vraiment c'est les paysages. Les paysages, alors dans ces 2 précédents films, en fait elle a une façon de filmer qui fait que tu as toujours une ligne d'horizon. C'est toujours des déserts ce qu'elle filme. T'as la partie basse, c'est le désert, t'as des fois un perso, et t'as le ciel, et il n'y a rien, et c'est comme ça tout le temps. C'est vrai que là, il y a beaucoup de décors vides. On retrouve, effectivement, des trucs immenses, on voit à perte de vue. À perte de vue, les déserts, c'est vraiment sa patte de fabrique, en fait. Et là, on la retrouve, alors pas que, parce que du coup, on voyage à travers le monde, donc on va quitter les États-Unis par rapport à ces 2 précédents films. C'est un film qui vous fait voyager autour du monde. Donc vraiment, ça va être très dépaysant, c'est très rafraîchissant, ça fait du bien, mais dès qu'elle le peut, vraiment, elle reprend cette vision avec cette nature, parce que vraiment, tu sens qu'elle aime la nature au fond. Enfin, dans Nomadland, notamment, ça se voit beaucoup, avec
ces moments très simples où tu observes des choses simples, mais tu ressens des choses très fortes, tu vois. T'avais ça dans Nomadland, bon là elle est obligée d'accélérer un peu le rythme, mais on retrouve un petit peu de ça, on a vraiment ce côté voyage, donc vraiment c'est très dépaysant, c'est peut-être, hormis peut-être Avengers Infinity War et Endgame, le film qui vous fera le plus voyager vraiment, en tout cas sur la Terre. Parce qu'il y avait le Wakanda, mais bon, Wakanda c'était surtout 90% de fond vert, quoi. Donc oui. Là il y a eu beaucoup de tournages vraiment en extérieur et ça se voit. Du début à la fin, d'ailleurs il y a un grand final, sur un volcan, tout ça. En temps normal, je me serais dit un peu comme dans Avengers Endgame à la fin où c'est tout désertique. Attends les gars, vous faites dans un truc où il n'y a rien, c'est la perte de vue. Mais là, connaissant la réalisatrice, en ayant vu ces films, on sent que ça lui parlait d'avoir ce décor désertique avec notamment un volcan. On va pas trop spoiler, mais voilà. Ensuite, tu parlais des personnages, toi. Tu disais qu'on s'y qu'ils t'avaient pas plus marqué que ça. Moi, j'ai trouvé que globalement ça allait quand même. j'ai bien aimé leur façon d'être filmé. La problématique c'était qu'en fait c'est des personnages tellement forts, en fait c'est des dieux, ces personnages. Clairement c'est des dieux qui aident les humains, qui ont inspiré des divinités qu'on connaît plus ou moins. Je pense à Athéna qui est incarnée par Angelina Jolie, voilà, qui a donné Athéna par exemple. Donc on a ça, et comment les filmer, et en fait elle les filme d'une manière très posée, très classieuse. Donc on a un plan très large, on les voit, ils sont iconisés, ils sont de manière presque caricaturale, c'est presque... J'ai trouvé ça par le moment plan, il y a un plan où on les voit tous alignés, il y a deux plans comme ça, on les voit tous alignés, genre on est les éternels. Et puis t'as un espace parfait, tu sais. C'est ça, ils marchent au ralenti, les cheveux dans le vent et tout. En 2021, ce genre de plan là, c'est un peu dépassé, il faut arrêter, c'était un peu cliché. Et bon, après on sait que Chloé Zhao, c'était son premier blockbuster et il y avait ça se sentait dans sa réalisation. Moi ça me gênait aussi un peu. Je me disais mais pourquoi elle les filme comme ça? Et c'était très différent des deux précédents films, encore une fois, où les personnages sont filmés de très près. Alors après on va voir que la mise en scène évolue, donc je referai un petit point mise en scène dans la partie spoil pour développer un petit peu certaines choses. Une des grandes forces du film, donc même si ces personnages en eux-mêmes sont, moi j'ai trouvé un peu moins marquants que d'autres, il faut quand même noter que le casting il est hyper inclusif. C'est quand même une première dans un film Marvel, puisque là on a un peu vraiment tous les physiques, toutes les origines représentées. On a en plus la première scène de sexe, même si c'est rapide. On a le premier baiser gay aussi. Oui, c'est vrai, voilà, mais ça c'est un peu une grande force. Donc même si ça faisait, on peut dire un peu effet Benetton, voilà, un peu marketing. Oui, je coche. Mais c'est ça. Mais bon, au moins c'est à l'écran, c'est présenté. Vaut mieux le présenter que plutôt l'ignorer. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que ce côté inclusif, en fait, il contraste vachement avec ces deux précédents films, donc The Rider et Nomadland, parce que Chloé Zhao, alors elle vient de Chine, elle vit aux États-Unis, et en fait, dans ces deux précédents films, c'est des films, je vous jure, purs américains. Il y en a un avec des cow-boys, l'autre avec une hétéro. Elle filme un peu les rednecks, vraiment l'Amérique blanche pauvre. Mais oui, et en fait, quand tu vois le film, on te dit, attends, c'est une chinoise qui a fait le film, tu dis, quoi? Non, et là ça tranche un peu, donc je sais pas si c'est Marvel ou si c'est elle. En tout cas, je pense qu'elle aime la diversité, etc. Mais du coup, là vraiment, ça a été. On passe d'un truc monocentré à pluriculturel et tout. Et après, le casting aussi s'explique justement par la diversité des dieux, parce qu'ils représentent des dieux vraiment de toute la planète, quoi. Ils ont influencé plus ou moins les. C'est pour ça qu'on va avoir du coup un Indien, on va avoir du coup Athéna, du coup. Par rapport à la mythologie, on a asiatique. Ça fait vraiment le tour du monde, quoi. Donc dans ce film aussi, ce qu'on peut noter, je trouve, même si on l'a déjà vu dans des films comme Avengers Endgame avec un Thanos qui avait plus ou moins des justifications, c'est qu'on a un non-manichéisme, des zones un petit peu floues. On a d'un côté les éternels, on a les déviants, on a une partie au-dessus. Quand on apprend les motivations un peu de chacun, on se rend compte que les choses sont peut-être pas aussi simples. Alors après, c'est montré de manière plus ou moins originale, bien ou pas, plus ou moins subtile, mais au moins c'est là, on pose un peu quelques petites réflexions. Mais globalement, quand même, en conclusion pour cette partie non-spoil, moi ce que je veux dire, c'est que on sent qu'il y a eu un peu plus de liberté sur les visuels, mais elle a carrément pas été en roue libre, quoi. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y avait toujours Kevin Feige, Marvel derrière, bien sûr, qui le contenait, qui disait non, là c'est perso, il a cette trame là, maintenant tu le mets en image comme tu veux, mais au début t'as ça et tu dois arriver à ça à la fin
Je pense que c'est ça. C'est ça. Il y a des libertés, mais on n'est pas. Ils ont laissé mettre un petit peu sa patte, mais c'est plus sur sur des plans, des trucs comme ça. Ah. Mais en profondeur dans l'histoire, elle n'a pas pu faire ce qu'elle veut. Ah non, parce que tu vois, les deux derniers films, donc les deux, The Rider et Nomadland, c'est des films qui n'ont presque pas de structure, c'est des moments de vie, t'as pas d'enjeu, tu les suis, c'est des ambiances, c'est posé, ça fait c'est lent. plus ambiance reportage, on va dire. Presque documentaire, effectivement. Ouais. Alors que là, tu retrouves une trame à la Marvel. Finalement, c'est peut-être pas plus mal aussi que les créatifs sont un peu. Oui, sinon ça aurait donné un film totalement différent. Sinon, ça fait Star Wars 8 par exemple. Et donc, c'est bien, t'as du risque, t'as de la créativité, t'as des trucs du jamais vu, mais en fait, ça te défonce en fait ta saga. Et là, clairement, je pense qu'Kevin Feige voulait pas. Ah non, faut que ça fasse quand même partie d'un ensemble. Quoi. Voilà, on retrouve, si vous êtes fan de Marvel, on retrouve même l'humour Marvel qu'on n'a pas trop dans les deux autres films de Chloé, encore une fois, mais là, il y est, avec notamment des références à DC Comics qui sont très drôles parce qu'elles sont très clairement appuyées à Batman, à Superman, vous verrez à quel moment c'est. Ça fait forcément sourire. Il y a des petites notes d'humour, on rigole, mais c'est clair. On se fend quand même moins la poire que dans les autres films. C'est pas le meilleur humour des films Marvel. Ça m'a pas toujours fait sourire. Autant on a un gros spectre, on a les Gardiens de la Galaxie qui est celui qui a le plus d'humour, et puis là c'est vraiment l'autre versant, mais de l'autre côté, quoi. C'est le grand écart entre les deux. Bah voilà pour cette partie non spoil. Maintenant, si vous avez vu le film ou si vous en fichez, on va partir sur la partie spoil. Donc partie spoil avec cette grande révélation de fou. Je te laisse tout expliquer aussi, parce que là, mon monde réel est remis en jeu. C'est ça, donc en fait on apprend assez rapidement qu'en fait l'univers est créé par des personnages, des cosmiques vraiment gigantesques qui, grâce à leur énergie, créent des mondes, créent des planètes. Célestes. Ça s'appelle des célestes, effectivement. Et du coup, un des célestes, Arishem, est justement en gros le grand chef des célestes. C'est à eux qui font référence. On sait qu'ils sont envoyés sur Terre pour une mission. On ne sait pas au début pourquoi. Et en fait, le twist, on apprend, c'est qu'en fait, la planète Terre, notamment, toutes les planètes seraient en fait des sortes d'incubateurs. Où en fait, à l'intérieur, dans le noyau de la planète, il y a un céleste en gestation. Et qu'en fait, le but des éternels, c'est de justement faire prospérer l'humanité, puisque en fait, plus il y aura de vie et d'humains, et plus ça va donner de force au céleste qui grandit dans la planète, pour justement pouvoir éclore, mais du coup l'éclosion va se faire au prix de la destruction de la planète. Ouais. Du coup il y a un plan assez cool où on voit justement le céleste sortir vraiment de son œuf. Bon, là en fait c'est la Terre, et en fait la Terre explose en poussière, et c'est là que les déviants comprennent, ah ouais en fait notre planète, le but de notre mission, ça va être les éternels. C'est trop de choses. Les éternels comprennent qu'en fait leur but c'est en fait d'amener l'humanité, voilà, mais que cette humanité va disparaître, quoi. Yes. Au profit de la création d'une autre vie, parce qu'en fait après chaque céleste, une fois qu'il est à maturité, va pouvoir créer de nouveaux mondes, et ainsi de suite, qu'en fait la Terre fait partie d'un... En fait c'était... Alors les déviants qu'on voit, les monstres au début, en gros c'est des éternels ratés plus ou moins, et en fait très rapidement l'intrigue des déviants elle devient secondaire. Ouais. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait il n'y a pas de... Ils sont pas gentils ou méchants les célestes, c'est juste qu'ils se reproduisent via ces espèces d'œufs, donc ils sont des planètes. Et en fait, la création de l'humanité, c'est presque un effet secondaire, mais qui est un petit peu amplifié avec les éternels en fait. Et j'ai trouvé intéressant de voir qu'en fait, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Non, chacun, c'est le côté non manichéen. C'est que en fait, on crée des systèmes solaires, chose qui est bénéfique, mais voilà, au prix d'un sacrifice, mais de quelque chose qui est mineur, c'est-à-dire juste une population d'une planète. Oui, pour eux, l'humanité, c'est juste une source d'énergie. En fait, voilà, mais qui peut prospérer. Après, au bout d'un moment, elle s'éteint, voilà, comme toute vie, elle s'éteint. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, mais c'est juste que les éternels, au contact des humains, finalement, ils sont devenus plus humains, ils ont envie de protéger notre planète. Mais même au sein d'eux, il y a des petites frictions. Voilà. Donc ça, c'était intéressant d'avoir... Bon, je me doutais qu'il y aurait un retournement à un moment, mais je n'avais pas forcément vu ça. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Non, et là, je voulais dire aussi que ça pose vraiment des nouveaux enjeux dont on n'avait pas conscience jusqu'à présent, que vraiment la planète Terre fait partie d'une immensité, et que en fait, c'est rien quoi, dans l'univers, et que... Et voilà, ces nouveaux personnages, les célestes, remettent en cause pas mal de choses. Quoi. Effectivement, ouais.
Je voulais revenir aussi rapidement sur la mise en scène. J'en parlais tout à l'heure de sa mise en scène qui était différente de ses précédents films, qui était très rapprochée. Là, on a une mise en scène plus large. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus le film avance et plus on retrouve la mise en scène de la réalisatrice avec une caméra. Enfin, moi, j'ai trouvé beaucoup plus proche. En fait, parce que ils deviennent entre guillemets humains auprès des humains. Ils ont acquis une espèce d'empathie. Ils ont découvert la puissance de l'amour. Il y a beaucoup de gros plans avec les personnages qui pleurent. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a rarement l'occasion de voir. Ça fait un peu cliché, tout ça. Des fois, ça peut être maladroit, mais disons que on sent que on retrouve un peu sa mise en scène justement plus proche, plus humaine, plus réaliste entre guillemets. Et en fait, ces dieux finalement deviennent quasiment des humains à la fin du film. Et c'était intéressant de retrouver finalement son style. On voit qu'elle a essayé d'intégrer un petit peu sa patte à certains endroits, même si encore une fois ça reste un film Marvel. C'est ça. Autre chose qu'on retrouve un petit peu, mais de manière beaucoup moins appuyée par rapport aux grandes thématiques qu'elle a dans ses précédents films, c'est par rapport au fait d'être prisonnier de son corps. On l'avait dans The Rider avec notamment un personnage qui est tétraplégique ou un autre qui n'arrive plus à contrôler sa main, donc vraiment être prisonnier de son corps, pas pouvoir en sortir pour faire ce qu'on veut. On retrouve ça à travers deux personnages. Par rapport à Sprite, donc un éternel c'est des robots en fait, les éternels qui a été créé mais avec une apparence juvénile, c'est une enfant, elle ne peut pas grandir et en fait elle en souffre parce que elle a 7000 ans comme tout le monde, mais en apparence tout le monde la prend pour une enfant. Donc voilà, ça c'est intéressant. Elle ne peut pas connaître l'amour, elle peut pas. D'ailleurs, elle est amoureuse d'Icaris. Oui, effectivement. Qui est un homme adulte, quoi. Elle a quoi? Elle a l'air d'avoir 13-14 ans, quoi. Du coup, elle en souffre et. C'était. Ouais, elle aime pas son corps, quoi. Elle en est prisonnière. Non, c'était intéressant. Et l'autre chose un peu osée, on l'a du bout des doigts avec le personnage de Tena, c'est clairement, elle a Alzheimer. Vraiment, c'est-à-dire que des fois, elle va avoir des pertes de connaissances où elle va se croire à un autre endroit, elle va attaquer les autres et il va falloir qu'elle soit contenue par quelqu'un qui va lui parler calmement. On dirait qu'elle a presque comme une crise d'épilepsie. Donc là aussi, son corps est une prison parce que les éternels, en fait, plus ils vieillissent, plus en gros ils peuvent devenir fous et la seule façon de les calmer c'est de les rebooter au niveau de leur du coup c'est une maladie apparemment connue dans le monde Marvel, c'est du coup pour les personnages qui vivent qui sont immortels, c'est l'accumulation des souvenirs du coup fait que ils ont ce mal. Et clairement pour moi ça m'a évoqué Alzheimer et toutes les maladies mentales de dégénérescence quoi. Donc c'était intéressant d'avoir ça sur un des personnages, qui en plus, donc Angelina Jolie, je pensais que ça allait être le personnage principal et tout, mais en fait pas du tout, non, c'est d'autres personnages. Et tant mieux. Voilà. Parce que j'aime pas Angelina Jolie, et là, je dis, ils auraient mis un frigo à la place, ça aurait été pareil. Quoi. Il est méchant, pauvre Angelina. Donc en conclusion, pour ce film, on voit qu'on a voulu faire quelque chose de plus grandiose, avec des paysages plus forts, des personnages un peu plus travaillés entre guillemets, même si on n'a eu qu'un film pour le faire. On voit que c'est un film qui parle de notre planète, qui parle de nous, qui pose des questions sur nous, sur les dieux. Enfin, vraiment, ça brasse de manière très très large un petit peu tout. Mais est-ce que ça mérite un Oscar, mon petit Maxime? Pas encore. Pas encore? Non, je pense que Marvel ne sont pas encore prêts d'avoir un Oscar. Même si on salue effectivement les petites prises de risque qu'il y a eu, peut-être un peu le recul aussi sur l'humanité. Mais non, on est encore prisonnier un peu des carcans de Marvel on sait ce qu'on va voir quand on va voir un Marvel, mais on n'a pas franchi ce cap encore pour nous toucher au plus profond. Enfin, j'ai pas été bouleversé ou touché. Mais après, est-ce qu'on l'aura un jour? Justement, est-ce qu'il faut que ça arrive? Est-ce qu'il faut que... Il faut que ça s'inclue dans un tout, ça reste un divertissement familial, compris par le plus de monde possible. Donc si ça commence à virer au film d'auteur, malheureusement, ça va perdre de son aura. Après, pour le bien, pour le meilleur, pour le pire, on sait pas. Mais je pense pas que ce soit la volonté de Marvel non plus d'en faire un film. Ou alors, il faudrait un film pointu, déconnecté du MCU où on laisse le réalisateur ou la réalisatrice en roue libre à fond. Un peu comme Joker. Ce que j'allais dire, Joker. Et du coup, ils ont eu l'Oscar, Joker. Il a eu l'Oscar. Il a eu l'Oscar pour le meilleur acteur. Ouais, bon, meilleur acteur. Mais voilà, au moins là, ça permettrait de toucher au moins la petite statuette voulue. Alors après, est-ce que c'est le but ou pas de Kevin Feige? Je sais pas. Peut-être qu'ils se disent vaut mieux faire du fric que d'avoir. Mais je pense que Disney aimerait avoir une reconnaissance. Oui, de plus en plus. Il n'y arrive pas. Il présente de plus en plus d'œuvres justement. Il y a des films Marvel maintenant qui sont nommés aux Oscars, et pas que pour les effets spéciaux, choses comme ça. Ils essayent, qui vont peut-être y arriver un de ces quatre, effectivement. Je pense plus dans un premier temps pour un truc d'acteur plutôt que pour une réalisation globale, quoi.
Voilà, en tout cas, je suis quand même curieux de voir la suite, de voir comment ça va s'implanter avec les gros enjeux qu'on vous a teasés, avec Kang le Conquérant, les multivers. C'est ça, est-ce qu'il n'y a pas trop de trucs d'un coup mais... Ouais, la sorcière rouge, alors là on part un peu dans tous les sens, on verra ça. Est-ce que ça va être plus condensé? Alors j'ai pas vu que Shang-Chi, mais je pense pas qu'il change grand chose, qu'il ouvre grand chose à part le fait que c'est un super héros, quoi, voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film en commentaire. Et puis nous, on se retrouvera bientôt pour parler peut-être de dinosaures. Voilà. Eh oui. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.